Il pesait plus de 50 milliards de dollars, mais ce soir-là, il avait l'air de valoir moins que rien. Déguisé en sans-abri infirme, le milliardaire Alfred Stone pénétra dans le restaurant le plus exclusif de New York, un établissement qu'il possédait secrètement. Il fut ignoré, méprisé et ouvertement moqué par le personnel et les clients. Il était prêt à perdre toute foi en l'humanité, prêt à laisser sa fortune pourrir. Mais alors, une jeune serveuse vit ce que personne d'autre n'avait vu. Elle accomplit un acte simple et silencieux qui changea leur vie et le destin d'un empire à jamais. Alfred Stone était un homme malheureux. Selon toute mesure objective, il était l'un des hommes les plus prospères de la Terre. En tant que PDG et unique président du conseil d'administration d'Etelred Holdings, son nom était murmuré dans les couloirs du pouvoir. Sa signature pouvait ébranler des marchés ou détruire des nations. Sa fortune, estimée à la somme stupéfiante de 50 milliards de dollars, était une forteresse de solitude. Depuis son penthouse surplombant Central Park, il dirigeait des lignes maritimes, des conglomérats technologiques et des empires immobiliers. Il était, à tous égards, un roi. Mais le roi était profondément, douloureusement seul. Aujourd'hui, cette solitude ne ressemblait plus à une forteresse, mais à un tombeau. À 10 ans, il avait présidé une réunion du conseil d'administration où il avait déjoué seul une offre publique d'achat hostile. Sa voix, calme et mesurée, avait tranché les arguments d'hommes de 20 ans sécadés. À 13 ans, il avait mangé un déjeuner à 400 $, seul à son bureau, sans en sentir le goût. Et à 15 ans, il avait rendu visite à son médecin personnel, le docteur Alistair Finch. Les nouvelles étaient décourageantes. « C'est le stress, Alfred, » dit le docteur Finch, d'une voix imprégnée d'une compassion répétée. « Votre cœur va bien, mais il travaille trop dur. L'arythmie s'aggrave. Nous devons sérieusement parler de réduire votre charge de travail, sinon vous ne verrez pas votre prochain anniversaire. » Alfred se contenta de hocher la tête. Le prochain anniversaire, quel concept vide de sens. Il n'avait ni femme, ni enfant, ni famille pour célébrer avec lui. Son héritage était un secret soigneusement gardé. Son père était un industriel new-yorkais brutal, un self-made man. Sa mère, cependant, était la fille d'un fier mais pauvre artiste de kintsugi de Kyoto. Elle était morte quand Alfred était jeune, ne lui laissant qu'un petit talisman usé, un blason familial, une fleur de paulownia stylisée et le souvenir d'une dignité silencieuse. Son père, honteux de ce lien, avait battu Alfred pour effacer toute trace de cet héritage. Alfred avait appris à le cacher, à être plus impitoyable, plus occidental, plus Pierre que quiconque. Il avait réussi, mais ce faisant, il avait effacé la seule partie de lui-même qu'il ait jamais chérie. Maintenant, face à sa propre mortalité, il voyait la vacuité grotesque de sa vie. Son empire était un monument à un homme que personne ne connaissait. Il devait trouver quelqu'un digne de son héritage, non pas de l'argent, mais des valeurs qu'incarnait sa mère, l'honneur, le respect et la bonté. Ce soir-là, il conçut un test. Il se rendit dans la garde-robe privée de son penthouse, passant devant des rangées de costumes italiens cousus main, et sortit une vieille boîte. À l'intérieur se trouvaient les vêtements de l'ancien concierge de son école, un homme qu'il admirait depuis longtemps. Ils étaient propres, mais usés. Une chemise en flanelle délavée, un pantalon en laine rapiécé, un manteau élimé et une paire de vieilles lambottes. Il ajouta un bonnet tricoté et une paire de lunettes épaisses et tachées. Il se regarda dans le miroir. La transformation était choquante. La présence imposante d'Alfred Stone avait disparu. À sa place se tenait un vieil homme voûté, peut-être à la fin de ses 70 ans, avec l'air fatigué et invisible d'un homme oublié par le monde. Il avait l'air épuisé, pauvre et affamé. Il évita son ascenseur privé et prit l'ascenseur de service pour descendre dans la rue. Il marcha 15 pâtés de maison dans l'air froid d'octobre. Les klaxons retentissaient d'un. Les gens le bousculaient détournant délibérément le regard. Une bulle de mépris s'était formée autour de lui. Il en sentait la morsure, l'indifférence glaciale. Il arriva au Sceptre d'Or, The Golden Scepter, le joyau de la scène culinaire de Manhattan. C'était un restaurant nécessitant une réservation 6 mois à l'avance. Par une série complexe de sociétés écrans, il appartenait entièrement à Etelred Holdings. Alfred Stone possédait chaque chaise, chaque fourchette en argent, chaque bouteille de vin surévaluée de la cave. Il poussa la lourde porte en laiton. La chaleur et le bourdonnement sourd des conversations l'envahirent, immédiatement remplacés par un mur de glace. Le maître d'hôtel, un homme grand et sévère nommé Charles, leva les yeux de son registre. Ses yeux scannèrent Alfred de la tête aux pieds. Le sourire poli et répété disparut, remplacé par une grimace de mépris. « En quoi puis-je vous aider ?» demanda Charles. Les mots étaient comme des armes. «
Une table pour une personne, dit Alfred d'une voix volontairement rauque. Charles rit même, un rire bref et aboyant. Monsieur, je suppose que vous faites erreur. C'est le Sceptre d'or. Peut-être cherchez-vous la soupe populaire sur la 52e rue. Plusieurs clients attendant leur table se tournèrent pour regarder. Une femme en fourrure recula physiquement. Je ne fais pas erreur, dit Alfred, gardant le regard fixe. Je voudrais une table. Nous sommes complets pour les 3 prochains mois, dit Charles en se retournant vers son registre dans un acte clair de rejet. Je vois plusieurs tables vides, fit remarquer Alfred. Le visage de Charles rougit de colère. Il s'approcha baissant la voix en un sifflement menaçant. Écoutez, le vieux, je ne sais pas à quel jeu vous jouez, mais vous dérangez les clients. Partez maintenant, ou j'appelle la sécurité et on vous sortira pour trouble à l'ordre public. Je suis un client, je veux manger, insista Alfred, serrant sa canne en bois usé. Il testait les limites. Sécurité, claqua Charles des doigts. Charles, que signifie tout cela? Une nouvelle voix, tranchante et tendue, retentit depuis la salle. C'était le directeur général, confus. Ce clochard refuse de partir, monsieur, dit Charles. Le directeur regarda Alfred, puis les clients qui commençaient à s'agiter. Il évalua la scène par rapport au problème. Bien, siffla le directeur, prenant une décision en une fraction de seconde. Mettez-le au fond, près de la cuisine, vite. Qu'il mange et qu'il parte avant de déranger quelqu'un. Charles était furieux d'avoir été contredit, mais obéit. Par ici, siffla-t-il, sans même regarder Alfred. Il le saisit par le coude, ses doigts s'enfonçant douloureusement, et le conduisit à travers une mer de nappes blanches immaculées. Des murmures les suivaient, dégoûtants. Comment ont-ils pu laisser faire ça? Ça me coupe l'appétit. Charles poussa Alfred vers la pire table de l'établissement, une minuscule table pour 2, coincée dans une niche où la porte de la cuisine s'ouvrait toutes les 30 secondes, l'enveloppant de bruit et de lumière crue. La table n'était pas dressée et était collante. « Voilà, dit Charles, et ne dérangez pas le personnel. Ils sont très occupés à servir les vrais clients. » Il partit précipitamment. Alfred resta assis là, roi invisible dans son propre château, entouré de sujets qui le méprisaient. Il observait les serveurs se hâter. Leurs yeux étaient entraînés à éviter sa table, comme si le contact visuel était une maladie. Pendant 20 minutes, il resta assis sans eau, sans salutation, sans reconnaissance. Il n'était qu'un vieil homme dans un manteau élimé. Il n'était rien. La froideur de la pièce était bien pire que le froid de la rue. Il ressentit un profond désespoir. Son test était un échec. L'humanité était aussi superficielle qu'il le craignait. Il était prêt à partir, à retourner dans son penthouse vide, à transférer toute sa fortune à une fondation stérile et à attendre la mort. Et c'est alors qu'elle s'approcha. Sophia Jenkins détestait la fin du mois. Les pourboires au Sceptre d'or étaient exceptionnels, mais sa part semblait toujours disparaître dès qu'elle rentrait chez elle. Le traitement expérimental pour la sclérose en plaques de sa mère n'était pas entièrement couvert par l'assurance et ses propres études de master en histoire de l'art à l'université Columbia étaient un dragon qui exigeait toujours d'être nourri. Ce soir-là, elle faisait un double service. Ses pieds lui faisaient un mal dans les chaussures fournies par le restaurant, son esprit était occupé par un article sur l'iconographie de l'ère Meiji. Elle était une serveuse volante, assignée à aider le personnel senior plutôt qu'à avoir sa propre section plus lucrative. Cela signifiait qu'elle faisait le sale boulot, remplir les verres d'eau, apporter les plats et débarrasser les tables pour des gens comme Charles, qui la traitaient avec le même mépris qu'il réservait à quiconque ne portant pas une montre à 10 000 $. Elle était dans la cuisine préparant des corbeilles de pain lorsqu'elle entendit Charles se plaindre bruyamment au directeur. Une honte absolue. Table 19. Il va probablement essayer de voler l'argenterie. Je ne veux pas que mon personnel s'approche de lui. Ignorez-le simplement, répondit le directeur en signant une facture. Il comprendra l'allusion et partira. Sophia regarda par la fenêtre en losange de la porte battante. Elle vit l'homme. Il était vieux, infirme et assis tout seul à la pire table, celle que tout le monde appelait la Sibérie. Il regardait la table vide, les mains jointes sur ses genoux. Il ne dérangeait personne. Il avait juste l'air perdu. Une vague de compassion simple et inconditionnelle la submergea. Il lui rappelait son grand-père dans ses dernières années, la façon dont le monde commençait simplement à regarder à travers lui. « Sophia !» aboya Charles en la remarquant. « La table 7 a besoin de vin. Monsieur Davenport, vas-y tout de suite. »« Oui, monsieur, » dit Sophia. Elle attrapa un seau à glace en argent pour la table de Davenport, un gestionnaire de fonds spéculatifs tristement célèbre qui donnait toujours de bons pourboires mais traitait le personnel comme des insectes. Elle traversa la salle, souriant poliment aux clients. En passant devant M. Davenport, qui racontait bruyamment l'achat récent d'un yacht, elle dit avec un sourire professionnel « Votre vin arrive dans un instant, monsieur. »
Son chemin passait juste devant la table 19. Le vieil homme ne leva pas les yeux, il restait simplement assis là, l'image d'un découragement silencieux. Les autres serveurs contournaient sa table en faisant un large détour comique, comme s'il était radioactif. Sophia s'arrêta. Elle pouvait entendre la voix de Charles dans sa tête. « Ne perds pas de temps, c'est un zéro, concentre-toi sur l'argent. » Elle regarda M. Davenport, puis le vieil homme. Davenport avait tout. Cet homme semblait n'avoir rien, pas même un verre d'eau. Elle fit un choix. Posant le lourd seau à vin sur la desserte la plus proche, elle s'approcha de la table 19. L'homme ne bougea pas. Elle resta silencieuse un moment, attendant qu'il la remarque. Il ne le fit pas. « Bonsoir, monsieur, » dit-elle doucement. L'homme leva un regard effrayé. Ses yeux derrière les verres, épais et sales, étaient étonnamment perçants, l'analysant. De près, il semblait moins infirme, simplement fatigué. « Il ne me laisse pas être servi, croissa-t-il d'une voix sèche. « Je vous sers, dit-elle simplement. Elle sortit une serviette en lin propre de son tablier et, d'un geste expert, l'étala sur la surface collante de la table. Puis elle prit un verre et une petite carafe en argent sur la desserte et lui versa de l'eau. « Puis-je vous proposer quelque chose à boire ?» demanda-t-elle. « Peut-être un thé chaud ? Il fait très froid ce soir. » Le vieil homme la regarda. Son expression était impénétrable. Il semblait chercher le piège, le motif. « Pourquoi ? demanda-t-il. « Pourquoi m'aidez-vous ? » « Tout le monde mérite un verre d'eau, dit Sophia avec un sourire fatigué. Et c'est mon travail de servir les invités. Tous les invités. L'homme grogna. Du thé, juste du thé chaud, du thé vert si vous en avez. Bien sûr, je reviens tout de suite. En se retournant, elle vit Charles debout au pupitre du maître d'hôtel. Son visage était sombre comme un nuage d'orage. Il fit un geste brusque signifiant « coupe-lui la gorge ». Sophia fit semblant de ne pas voir et se dirigea vers la station de thé. Les autres serveurs chuchotaient « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Elle dit adieu à ses pourboires. Charles va la virer. Sophia les ignora. Elle prépara le service à thé. Elle ne prit pas simplement un sachet et une théière d'eau bouillante. Elle choisit un sencha de première qualité dans une boîte de feuilles en vrac, le mesura soigneusement dans une théière en céramique et versa de l'eau à la bonne température, pas bouillante, car elle savait comment cela devait être fait. C'était un détail qu'elle avait appris lors de ses recherches pour sa thèse. Elle plaça la théière, une petite tasse et une tranche de citron sur un plateau propre et retourna dans la salle. Elle sentait les yeux de Charles lui brûler le dos. Elle sentait M. Davenport la transpercer du regard, tapotant son verre vide sur la table. Elle les ignora tous les deux et retourna à la table 19. Le vieil homme attendait. Il semblait différent, plus attentif. Le masque de confusion sénile avait légèrement glissé. Il l'observait, l'étudiait. « Votre thé, monsieur, dit-elle. » Elle posa le service sur la table, et c'est alors que cela se produisit. Tandis que Sophia posait la lourde théière en céramique, le vieil homme, Alfred, fit un mouvement maladroit. Il tournait un petit objet dans la poche de son manteau, une habitude d'enfance. Ses doigts étaient engourdis par le froid, et lorsqu'il sortit la main, l'objet glissa et tomba sur la table, avec un tintement doux. C'était un petit disque métallique sombre, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, poli par le temps, les détails presque effacés. Pour n'importe qui d'autre, cela aurait été une babiole inutile, un déchet. Alfred tendit la main pour le saisir rapidement, une lueur de panique dans les yeux, mais Sophia l'avait déjà vu. Elle se figea. Sa main resta en suspens au-dessus de la théière. Elle se pencha plus près. L'objet n'était pas simplement une babiole. C'était un blason, une fleur stylisée avec 3 feuilles et 3 tiges. Le souffle de Sophia se coupa. Elle connaissait ce symbole. Elle avait passé les 8 derniers mois à l'étudier dans les manuels. C'était le Kirimon, le blason du Paulownia, l'un des blasons familiaux les plus significatifs de l'histoire japonaise, utilisé par le gouvernement et la maison impériale. Elle venait de terminer un article sur son utilisation sur les lacs de l'époque Meiji. Le voir ici, entre les mains de cet homme, c'était impossible. Une intersection brutale de ces deux mondes. Alfred vit qu'elle regardait. Ses yeux se plissèrent. « Ce n'est rien, dit-il en recouvrant grossièrement le disque de sa main. Un porte-bonheur. » Sophia regarda son visage. Elle vit les pommettes hautes, la forme des yeux derrière les lunettes épaisses, la dignité profonde et cachée dans sa posture. Tout s'assemblait. Il n'était pas juste un pauvre vieillard. Il était un homme avec un passé, et ce passé était traité sans respect. Sophia se redressa. Le restaurant était bruyant, un éclat de rire à une grande table, le fracas des casseroles venant de la cuisine. Monsieur Saul Davenport se plaignait bruyamment à un serveur qui passait du service épouvantable. Au centre de ce chaos, Sophia créa une petite bulle de calme absolu. Elle ne dit pas « je sais ce que c'est ». Elle ne dit pas « vous êtes japonais ».
Elle n'utilisa pas une langue qu'elle ne parlait pas. Au lieu de cela, elle fit ce que son professeur d'histoire de l'art, un homme qui avait vécu 30 ans dans un monastère à Kyoto, lui avait appris. Elle montra le respect approprié envers un morceau d'histoire. Elle fit un petit pas en arrière, plaqua ses mains contre ses flancs et exécuta une brève révérence précise, s'inclinant à la taille. Le dos droit, les yeux baissés juste un instant. Ce n'était pas un geste de soumission, c'était une révérence de profond respect académique et humain. En se redressant, elle le regarda droit dans les yeux. Son regard était clair, transmettant un message qu'il n'avait pas reçu depuis 60 ans. « C'est un honneur de vous servir, monsieur », prononça-t-elle d'une voix claire et douce, perçant le bruit uniquement pour lui. Le sang d'Alfred sembla se transformer en glace, puis en feu. Personne ne s'était jamais incliné devant lui ainsi. Vraiment. Ses subordonnés corporatifs s'inclinèrent par peur. C'était différent. C'était une reconnaissance. Elle ne voyait pas juste un vieil homme, pas juste un japonais, elle voyait dans son héritage l'essence même de ce qu'il gardait enfermé. Et elle l'honorait au milieu de ce temple de l'avidité occidentale. Sa main qui couvrait le blason tremblait. « Pourquoi » commença-t-il d'une voix épaisse. « Pourquoi avez-vous fait ça ?» Sophia sourit d'un sourire sincère et chaleureux. « Je vous demande pardon si j'ai franchi une limite, monsieur. J'écris ma thèse sur l'art de l'époque Meiji. Votre talisman est très beau. Il représente une histoire qui mérite le respect. » Elle lui versa le thé avec soin, sans renverser une goutte. Le liquide vert pâle fumait dans la tasse. « S'il vous plaît, faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose, dit-elle. « Attendez, dit Alfred. Sa voix était maintenant plus forte. « Votre nom ?»« Sophia, monsieur. Sophia Jenkins. »« Sophia Jenkins, répéta-t-il, comme pour s'en souvenir. Que étudiez-vous exactement ? La restauration, l'art et l'histoire, avec un accent sur les échanges culturels transpacifiques. Un domaine fascinant, murmura Alfred. Il la testait à nouveau, mais d'une nouvelle manière. Non plus sur sa patience, mais sur sa profondeur. Et pourquoi cela ? Parce que, dit Sophia en regardant la salle luxueuse mais sans goût, je pense que nous oublions les choses. Nous recouvrons les vieilles choses importantes d'or. J'aime trouver ce qu'il y a dessous. La philosophie du kintsugi dit que les choses sont plus belles lorsqu'elles ont été brisées et réparées. Je pense que cela s'applique aussi aux gens. Alfred la regardait, totalement stupéfait. Le kintsugi, l'art que pratiquait sa mère, l'art de réparer la céramique brisée avec de l'or, faisant de la cassure la partie la plus belle de l'objet. Il avait passé toute sa vie à avoir honte de son héritage brisé, de cette partie de lui qui n'était pas américaine, qui n'était pas de pierre. Cette fille, une parfaite inconnue, venait de lui offrir la métaphore de toute son existence. Avant qu'il ne puisse répondre, une ombre tomba sur la table. L'ombre appartenait à Charles. Son visage était un masque de rage contenue. Il avait vu sa révérence. Il avait vu comment elle parlait 5 minutes avec un vagabond insolvable, alors que M. Davenport, qui laissait 100% de pourboire sur une bouteille de vin à $1000, attendait. « Mademoiselle Jenkins, dit Charles d'une voix dangereusement basse, suivez-moi, tout de suite. » Le visage de Sophia perdit sa lumière. « Je vous demande pardon, monsieur, murmura-t-elle à Alfred. » Charles la saisit par le bras, la prise était douloureuse, et la traîna dans une alcôve, loin des oreilles d'Alfred. « Qu'est-ce que tu fabriques, bon sang ?» siffla Charles, le visage à quelques centimètres du sien. « Je prenais une commande, monsieur. Il a demandé du thé, dit Sophia, essayant de garder une voix stable. Ce n'est pas un client, c'est un problème. Et toi, Charles cracha, tu es mon problème. Tu as ignoré monsieur Davenport, notre client le plus important, pour servir ça ? Tu es folle ou juste stupide ? Le verre de monsieur Davenport est vide, c'est une urgence. Et ça, il pointa un doigt vers Alfred. C'est une ordure qu'il faut sortir. Retourne à ta section. Ne parle plus à cet homme. Ne le regarde même pas. Est-ce clair ? Sophia sentit une bouffée de honte et de colère. C'est juste un vieil homme, Charles. Il n'est rien, martela Charles. Si tu ne peux pas faire la différence entre un client de valeur et un déchet de la rue, tu n'as aucun avenir dans ce métier. Vas-y. Sophia tressaillit, hocha la tête en silence et se tourna pour partir, retenant ses larmes. Mademoiselle Jenkins. C'était la voix d'Alfred. Elle n'était plus rauque. Elle était claire, calme et portait une autorité qui fit se retourner Charles. Alfred regardait le maître d'hôtel. « Vous faites erreur, jeune homme. Elle n'ignorait pas votre client. Elle démontrait ce que signifie réellement le service. Un concept que vous n'avez manifestement pas encore assimilé. » La mâchoire de Charles tomba. L'audace de cet homme. « Comment osez-vous » commença Charles. « Non, dit Alfred en levant la main. » Et Charles, à sa propre surprise, se tut. « Je voudrais commander le dîner maintenant, mademoiselle Jenkins. » Sophia se figea entre les deux hommes. « Je ne peux pas, murmura-t-elle en regardant Charles. Je suis désolé. Oh, vous le ferez, dit Alfred. Son regard était rivé sur Charles. C'était un défi.
Je prendrai le caviar d'Aussiètre, la boîte entière et le foie gras poêlé. Ensuite, le faux filet persillé, le steak tartare en entrée et une bouteille de Pétrus 82. C'était une commande coûtant près de 7000 $. Sophia le fixa. Charles le fixa. Charles reprit ses esprits le premier et émit un petit rire méprisant. Un jeu. Tu joues à un jeu. Tu penses que c'est drôle? Tu ne peux même pas te payer le thé que tu bois, le vieux. Tu nous fais perdre notre temps. Est-ce la politique du sceptre d'or de refuser une commande basée sur l'apparence du client? Demanda Alfred d'une voix au tranchant juridique. C'est ma politique, répondit Charles. Protéger l'établissement des escrocs et des fous. Tu as 2 minutes pour partir avant que je ne te jette dehors physiquement. Je vois, dit Alfred en hochant lentement la tête. Il regarda Sophia. Merci pour le thé, mademoiselle Jenkins. Il était parfait. C'est à ce moment précis que la voix de M. Davenport retentit depuis la table voisine. Et la fille, où est mon vin? J'attends depuis 10 minutes. Davenport, un homme corpulent au visage rouge, claqua agressivement des doigts en direction de Sophia. Toi, la serveuse, arrête de bavarder avec le clochard et fais ton boulot. Tout le restaurant se tut. Tous les regards étaient bons sur Sophia. Elle était piégée, d'un côté un patron qui la virait, de l'autre un client insultant, et au milieu un mystérieux vieil homme qu'elle voulait, pour une raison inconnue, protéger. « Monsieur Davenport, dit Sophia en se tournant vers lui. Sa voix tremblait, mais elle était ferme. « Je serai avec vous dans un instant. S'il vous plaît, ne claquez pas des doigts. Je ne suis pas un chien. » Le silence devint absolu. Le visage de Davenport passa du rouge au violet apoplectique. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Surtout pas le petit personnel. Il se leva en jetant sa serviette. « C'est fini, tonna-t-il en pointant un doigt vers Sophia. « Tu es viré. Charles, je dépense $1,5 million par an dans les établissements de cet homme. Si cette sorcière insolente n'est pas virée ici et maintenant, je veillerai personnellement à ce que vous sautiez tous. » Charles blêmit. Le scénario cauchemardesque. Un client VIP contre une serveuse rebelle. Il n'hésita pas. Se tournant vers Sophia avec un visage déformé par la rage, il hurla. « Tu es virée, Sophia Jenkins. Ramasse tes affaires, sors de mon restaurant, tout de suite. » Sophia recula comme si elle avait été frappée. Les larmes remplirent ses yeux. Pas de colère, mais d'une injustice écrasante. Les factures médicales de sa mère, ses études, sa thèse, tout avait disparu. Elle avait essayé de faire ce qui était juste, de montrer de la dignité, et voici le prix. Elle regarda Davenport triomphant, Charles hors d'haleine, puis le vieil homme à la table 19. Il semblait calme, mais déçu. « Je suis désolé, monsieur, » murmura Sophia à Alfred, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis vraiment désolé. Je n'ai pas pu terminer le service. » Elle se tourna et se dirigea vers la sortie de service, les épaules affaissées. Elle était vaincue. « Stop !» Le mot n'était pas fort, mais il trancha le silence comme une lame de diamant. C'était une voix de commandement absolu, incontestable et terrifiant. Sophia s'arrêta. Charles, qui allait s'excuser auprès de Davenport, se figea. Le vieil homme de la table 19 se leva. Il n'était pas voûté, il n'était pas fragile. Il se redressa de toute sa hauteur, irradiant une puissance qui sembla aspirer l'air de la pièce. Le manteau élimé et le bonnet semblèrent soudainement devenir une armure. Il enleva ses lunettes sales et les jeta sur la table. Ses yeux étaient au clair et perçants comme ceux d'un aigle. « Monsieur Charles, dit Alfred Stone d'une voix résonnante qui effrayait les PDG depuis 30 ans. Vous venez de commettre une erreur de jugement catastrophique. » Charles resta bouche bée. La transformation était totale et soudaine. « sauf. Dans. Je vous demande pardon. Qui êtes-vous, bon sang ? » « Il n'est personne, cria Davenport, bien qu'une pointe d'incertitude se soit glissée dans sa voix. « Un vieux fou. Charles, sors ce clochard. Et la fille. » Alfred ignora Davenport, perçant le maître d'hôtel du regard. « Vous venez de licencier la seule personne dans tout cet établissement, dit Alfred d'un ton mortellement calme, qui comprend la signification fondamentale du mot « service ». La seule employée ayant fait preuve de dignité humaine, de sagesse et d'honneur. « Honneur ?» ricana Charles, essayant de retrouver son arrogance. « C'est un restaurant, pas un film de samouraï. Elle a insulté un client. Vous perturbez l'ordre. Sécurité !» cria-t-il vers la porte. « Ici !» Alfred Stone sourit simplement d'un sourire froid. « Ce ne sera pas nécessaire. » Il sortit de sa poche un simple smartphone noir, un modèle non commercialisé d'une entreprise qu'il avait récemment acquise. Il appuya sur un bouton. « Monsieur Peterson, j'ai terminé. Ayez l'obligeance de venir dans la salle principale du Sceptre d'Or. »« Oui, tout de suite. » Il rangea le téléphone. « Qu'est-ce que c'est ?» se moqua Charles. « Tu appelles tes amis imaginaires ?» Les grandes portes en laiton du restaurant s'ouvrirent à la volée.
2 hommes imposants en costume noir avec des oreillettes entrèrent, une sécurité professionnelle. Ils prirent position aux portes. Un 3e homme entra, la cinquantaine, dans un costume sur mesure à $20 000. C'était Marcus Peterson, le directeur des opérations d'Ethelred Holdings, et le bras droit d'Alfred. Peterson repéra le vieil homme au manteau, passa devant un Charles stupéfait et s'arrêta devant Alfred, inclinant respectueusement la tête. « Monsieur Stone, dit Peterson, tout est-il satisfaisant ?» Le silence dans la pièce se transforma en vide. Le visage de Charles devint livide. Le sang se retira de ses traits, ses genoux fléchirent. « Monsieur... Stone, murmura-t-il. Davenport avait l'air d'avoir été frappé par la foudre. Il connaissait ce nom. Tout le monde le connaissait. Alfred Stone, le milliardaire invisible. Il regardait le puissant Peterson, puis le clochard. « Monsieur Stone, bégaya Charles, je ne vous ai pas reconnu. Je suis tellement désolé, monsieur. » Alfred leva la main, l'arrêtant net. Le roi était de retour dans son château. « Vous ne m'avez pas reconnu, déclara Alfred d'une voix plate. C'est la seule chose vraie que vous ayez dite de la soirée. Vous ne m'avez pas reconnu quand vous pensiez que j'étais un homme sans pouvoir. Vous n'avez pas reconnu un homme ayant besoin de dignité. Vous n'avez pas reconnu votre employeur. » Il fit un geste englobant la salle. « Vous êtes le gérant. Vous devriez être le gardien de la réputation de ce lieu. Mais tout ce que vous êtes, c'est une brute et un portier qui vénère la richesse et méprise la faiblesse. Vous avez vu le test et vous l'avez complètement échoué. »« Monsieur, s'il vous plaît, » supplia Charles tremblant de tout son corps. « C'est une erreur. Je protégeais le restaurant, je protégeais Monsieur Davenport. C'était la mauvaise chose à dire. » Le regard d'Alfred se durcit. Il se tourna vers Davenport qui essayait de s'enfoncer dans sa chaise. « Monsieur Davenport, vous dépensez ici $1 demi-million par an. Une somme impressionnante. »« Monsieur Stone, Alfred ?» »« Je n'avais aucune idée, balbutia Davenport en s'essuyant le visage en sueur. C'est un malentendu. La fille, elle était impolie. Elle essayait de faire son travail pendant que vous la harceliez. Écoutez, tenta de bluffer Davenport. Non, vous, écoutez, aboya Alfred. Votre demi-million est une erreur d'arrondi pour moi. Mais apparemment, cela vous a acheté l'idée que vous pouvez traiter les gens comme votre propriété, claquer des doigts et exiger l'obéissance. Vous êtes un invité dans mon établissement, et vous avez insulté mon personnel. Vous avez insulté un autre client et empoisonné l'air avec votre arrogance. Alfred se tourna vers Peterson. Monsieur Peterson, notez ceci. Les privilèges de réservation de Monsieur Davenport dans toutes les propriétés, Ethelred, restaurants, hôtels, compagnies aériennes, sont révoqués définitivement. À effet immédiat. Oui, monsieur, hocha la tête Peterson. Vous ne pouvez pas, croassa Davenport. C'était une mort professionnelle. Je viens de le faire. La facture de votre vin sera envoyée à mon bureau. Ce sera votre dernier vin ici. Et maintenant, sortez. Davenport, vaincu et humilié, attrapa son manteau et s'enfuit. Alfred regarda à nouveau Charles. Quant à vous, monsieur Charles, votre comportement est impardonnable. Vous êtes le visage de ce business, et ce visage est cruel, superficiel et incompétent. S'il vous plaît, monsieur Stone, j'ai une famille. Je travaille ici depuis 15 ans. Et en 15 ans, vous n'avez rien appris. Vous avez appris à flatter les riches et à écraser les pauvres. Ce n'est pas du service, c'est de la lâcheté. Monsieur Peterson, demandez à la sécurité de faire sortir Charles. Son licenciement prend effet maintenant. Indemnité de départ, 1 semaine, pas plus. Non, hurla Charles. La sécurité l'intercepta et le traîna vers la sortie. Ses cris cessèrent quand les portes se refermèrent. Alfred resta debout, respirant difficilement. L'adrénaline retombait, laissant une douleur dans sa poitrine, mais aussi un sentiment de justice. Il déboutonna son manteau, le laissant tomber au sol, révélant des vêtements noirs parfaitement coupés. « Mes excuses pour ce dérangement, » dit-il à la salle. « Votre dîner ce soir est offert par la maison. » Puis il chercha Sophia du regard. Elle était toujours debout près du comptoir, pâle, sous le choc. Alfred s'approcha d'elle. Son expression s'adoucit. « Mademoiselle Sophia Jenkins, » dit-il doucement. « Monsieur Stone, » murmura-t-elle. « J'ai été viré. Je ne pense pas que ce soit le dernier événement de la soirée, dit-il. Je voudrais vous réintégrer. »« Oui, monsieur. Et vous offrir une promotion ?» Sophia resta figée. « Une promotion ?» répéta-t-elle. « Monsieur, je ne comprends pas. Maître d'hôtel, responsable d'équipe ?» Le visage d'Alfred s'adoucit. « Non, mademoiselle Jenkins, quelque chose de plus adapté à vos talents uniques. » Il soupira. « Vous avez un défaut fatal pour l'industrie moderne du service. Vous insistez pour voir les gens comme des humains. » Il regarda autour de lui. « Venez avec moi. » Comme dans un rêve, Sophia le suivit. Ils sortirent dans la rue où une Maybach noire les attendait. Peterson ouvrit la portière. « Monsieur, où allons-nous ? » « Mon manteau. » «
Vous n'en aurez plus besoin, dit Alfred. Nous allons discuter de votre avenir. Ils montèrent dans la voiture. Le bruit de la ville disparut. Alfred s'assit en face d'elle. Ethelred Holdings possède une fondation caritative, commença-t-il. Parmi ses actifs se trouve l'une des plus grandes collections d'art japonais, spécialisée dans l'ukiyo-e et la restauration de l'époque Meiji. Exactement ce que vous connaissez si bien. Le cœur de Sophia s'accéléra. La collection Ethelred, j'ai lu à son sujet, c'est légendaire. Les archives Hokusai, les lacs, c'est un gâchis, l'interrompit Alfred. C'est un entrepôt d'objets inestimables, prenant la poussière sous la surveillance de pédants qui connaissent les dimensions d'un bol du XVe siècle, mais n'ont aucune idée de son âme. Pour eux, c'est un investissement. Pour ma mère, c'était la vie. Elle était une artiste de kintsugi. Il regarda Sophia d'un air perçant. Je dissous le conseil actuel et je construis une nouvelle aile publique pour le musée. J'ai besoin d'un nouveau directeur. Pas juste un conservateur, mais un leader, quelqu'un qui bâtira cela à partir de zéro. J'ai besoin de quelqu'un avec du respect, de l'empathie et un bon cœur. Quelqu'un qui comprend qu'une chose brisée peut devenir encore plus belle. Un silence s'installa. « Monsieur Stone, vous ne pouvez pas être sérieux, murmura Sophia. Je suis étudiante, serveuse. J'ai 47 $ sur mon compte. Je ne gère pas de budget. Vous avez besoin d'un professionnel du Metropolitan Museum. Je vais tout gâcher. » « J'ai des douzaines de professionnels, répondit Alfred. Ils ont des CV parfaits et zéro âme. Ils savent de comment, mais ils ne savent pas pourquoi. Vous m'avez montré votre pourquoi ce soir. Vous avez protégé mon honneur quand vous n'aviez rien à gagner. L'intégrité est une denrée rare. Les budgets, ça s'apprend en un mois, Monsieur Peterson vous aidera. Mais ce feu et ce respect que vous avez, cela ne s'enseigne pas. C'est la collection de ma mère, Sophia. Ce sont ces céramiques brisées. Je vous donne l'or et je vous demande de les rendre entières. Sophia garda le silence. C'était impossible. Et puis la réalité la frappa. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Ma mère, elle a la sclérose en plaques. Le traitement coûte une fortune. Mon salaire, mes prêts, tout y passe. Je ne peux pas prendre de risques. Votre mère, Catherine Jenkins, est à la clinique Westside. La dette s'élève à 82 000 $, dit Alfred. Il s'était préparé. L'unité médicale de la fondation prendra en charge la totalité du coût de son traitement à vie, dans n'importe quel établissement du monde. C'est une partie non négociable du contrat. Une prime à la signature. Sophia craqua. Le poids des années de lutte s'effondra. Elle se couvrit le visage de ses mains et sanglota. Alfred attendit patiemment, lui tendant une boîte de mouchoirs. « Pourquoi » demanda-t-elle enfin. « Pour une révérence ? Pour une tasse de thé ?» Alfred sortit à nouveau le petit disque avec le blason Kirimon. « Je ne suis pas sorti ce soir dans ces vêtements comme un test, Sophia. Je me sentais vieux, inutile et invisible, malgré mes 50 milliards. Je cherchais une raison de continuer à vivre. Dans mon propre restaurant, je n'ai trouvé personne d'autre que des sycophantes et des lâches. J'étais prêt à tout abandonner. Et puis, vous m'avez apporté de l'eau, vous m'avez vu. Pas le clochard, pas le milliardaire, vous avez vu le fils de ma mère. Vous avez honoré mon passé. Vous m'avez rappelé qui j'étais. Le moins que je puisse faire, c'est de vous donner un avenir. » La voiture s'arrêta devant la tour Ethelred. Sophia essuya ses larmes, se redressa et le regarda. Non plus comme une serveuse vers un milliardaire, mais d'humain à humain. « Monsieur Stone, je ne sais pas comment diriger un musée, mais je sais apprendre. Je sais ce que signifie ce blason, et je connais l'art de votre mère. Je ne vous décevrai pas. Et je ne la décevrai pas. J'accepte. » Alfred Stone sourit sincèrement pour la première fois depuis longtemps. « Non, mademoiselle Jenkins, c'est moi qui suis honoré.